Europe 1, 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors il y a ceux qui ne payent pas et puis il y a ceux qui vont payer encore plus. Le Monde, ces Français qui cachent leur fortune dans les îles. L'Humanité, quand l'Europe fabrique ses propres paradis fiscaux. Le Parisien, l'État va privatiser les radars. Puis comme il n'y a plus d'argent, La Croix, quand les profs manquent à l'appel. Mais ça ne décourage pourtant pas les ambitions. L'opinion, comment Hollande s'échauffe pour 2017. Une nouvelle nuit debout, Natacha. Mais oui, en une de Libération, il y a ces gens devant la statue de la République, notamment un jeune homme, foulard autour du cou, les bras levés comme pour entraîner les autres. La nuit leur appartient. Alors l'ambiance n'est pas du tout la même en une du Figaro. Un jeune homme, blouson de cuir et foulard sur le nez pour camoufler son visage, les bras croisés dans une attitude agressive, toisante une CRS plus petite que lui et protégée par un bouclier. Face aux jeunes, Hollande prête à lâcher encore du lest. Mais en fait, plus personne ne peut le nier, il se passe quelque chose. Pas grand-chose, bien sûr. Yves Tréhard dans Le Figaro ne voit là que les habitués de la contestation, intellectuels en mal de publicité, syndicalistes en mal d'audience, étudiants attardés, zadistes de passage entre Sivins et Notre-Dame-des-Landes, altermondialistes, mal logés, intermittents du spectacle. Mais dans Libération, Johan Hufnagel remarque que même les libéraux les plus assumés voient dans ce mouvement un miroir de leurs propres espérances. Bon, pas tous. Le site Slate nous explique comment Anne Hidalgo, maire de Paris, s'est émue de cette privatisation d'un espace public, la place de la République. Comme l'écrit Jean-Laurent Casselli, elle en connaît pourtant un rayon en la matière. La mairie de Paris s'est en fait une spécialité des partenariats publics-privés et de la mise en location du patrimoine parisien. C'est pourtant dans Le Monde qu'on trouve le portrait le plus précis de Nuit debout et de ces noctambules obstinés. Le journal raconte comment le journal en ligne Fakir est à l'origine du mouvement, et notamment son rédacteur en chef François Ruffin, réalisateur d'un film, Merci Patron, qui vient de dépasser par le simple bouche à oreille les 220 000 entrées. Un documentaire d'inspiration militante sur la lutte drôlatique entre deux chômeurs et le groupe LVMH qui a délocalisé leur activité. À propos du premier rassemblement, François Ruffin lance « Je pensais que ça allait foirer. Être de gauche, c'est être habitué à la défaite. » Mais comme le dit une de ses journalistes, ça peut être un feu de paille, mais ça prouve qu'il y a une sacrée énergie disponible. Les exodes de douleur qui remontent à loin. Mais oui, c'est un double exode dont nous parle l'écrivain Jean Clair dans Le Figaro. Dans un texte mélancolique, il évoque ces villages du bocage mayennais vivant en autarcie, peuplés de paysans taiseux et de tous ces hommes et femmes qui ont dû quitter leur campagne en un déracinement brutal. Et puis peu à peu, la confrontation entre ces migrants de l'intérieur et les nouveaux venus qui les ont fait fuir de leur HLM. Jean Clair raconte aussi ses années en Belgique et les bouleversements de la ville de Bruxelles. Un demi-siècle de la Mayenne à la Flandre qui a vu l'Europe bouleversée comme jamais elle ne le fut dans son histoire. Ce texte a d'abord été publié le 21 mars dans une revue qui en avait ôté une phrase. Bruxelles, capitale joyeuse et cultivée d'un continent qui fêtait des républicains espagnols aux surréalistes dissidents et aux vieux Russes émigrés la joie de se retrouver, est devenue la capitale d'une communauté où se dessine une nouvelle Europe des soumis d'une grande laideur. Le lendemain 22 mars, les bombes explosaient à Bruxelles. Vous nous parlez, ce n'est pas le moindre des paradoxes, du silence à présent. Mais oui, un historien peut-il écrire sur le silence? Peut-il retrouver la trace de ce qui n'en laisse pas? La Croix consacre une page au nouveau livre de l'historien Alain Corbin qui aime tant se pencher sur ces vies concrètes dont l'histoire ne parvient pas à nous rendre la consistance. Nous ne pouvons pas connaître, dit-il, les émotions de 99% de la population du 19e siècle. L'histoire culturelle ne concerne que 1% de la population qui a pu formuler son ressenti. Mais le silence tout de même a eu ses heures de gloire. Le XVIIe siècle par exemple, où se diffuse la contention, l'art de se taire. Le silence est alors la condition de l'oraison, du retour sur soi, de l'introspection. Un dépaysement assuré pour nous qui vivons dans une époque où même les rues des villages sont saturées de haut-parleurs diffusant une musique censée nous préserver de l'ennui. Il y a le silence et puis il y a celui qui parle beaucoup, Emmanuel Macron. Ah oui, il y a le tapage, le bruit incessant, celui des nouveaux candidats, des nouveaux partis, et donc le Parisien, bien sûr, nous raconte le lancement du mouvement politique d'Emmanuel Macron. Entre un discours fleurant bon les rêves de nouvelles sociétés façon Jacques Chaban-Delmas et l'activation de réseaux tout de même, du petit patronat jusqu'au Qatar, parce qu'il ne faut refuser personne. Emmanuel Macron s'est mis en mouvement, nous dit Daniel Muraz dans le Courrier Picard, mais encore faut-il voir la direction qu'il va prendre. La révolution libérale, finalement, serait comme celle de Che Guevara, comme une bicyclette, quand elle n'avance pas, elle tombe. Alors peu importe où elle va, le mouvement est un programme.
On termine avec la revue Charles. Mais oui, et qui pose cette question. En fait, Macron les aurait-il ringardisés, ceux qui prônaient depuis si longtemps l'alliance des libéraux sociaux et des sociaux-libéraux? La revue Charles formule la question de cette façon. Les centristes sont-ils tristes? Où l'on comprend que leur rêve va se réaliser, mais sans eux, étouffés qu'ils seront entre justement un Macron, un Juppé. Alors restera ce merveilleux abécédaire qui nous rappelle l'histoire du centrisme. À la lettre G, comme girouette. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui change de sens, disait Edgar Faure. Assez comme charnière, cette phrase d'Hervé de Charette. Ce n'est pas parce que nous sommes un parti charnière qu'il faut nous prendre pour des gonds. Et puis cette phrase de François Hollande en 2012, un centriste assis entre deux chaises ira toujours moins loin qu'un socialiste qui marche. Bah oui, le pauvre, il n'avait pas prévu Emmanuel Macron, justement. J'aime bien, moi, c'est comme charnière. Hein. Ce n'est pas parce que nous sommes un parti charnière qu'il faut nous prendre pour des gonds. Et un côté monsieur bricolage, finalement, Hervé de Charette. Merci Natacha Polony qui revient demain à 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1 demain.